L'État du Montana, 2 habitants au kilomètre carré. Un territoire immense, une nature sauvage et des hivers rudes, très rudes. Au Montana, tout est grand, plus grand que n'importe où ailleurs. Ici, tu réalises qu'en fait, tu n'es rien. Ici, c'est blanc ou noir. Si tu es dans la montagne et que tu fais quelque chose de stupide, tu en paieras le prix. Ça pourrait être ta vie. C'est la trace d'un mâle. Tu sais jamais quelle épaisseur de neige tu vas avoir, mais tu dois quand même aller nourrir les bêtes, sinon elles n'auront que la neige à manger. Chasseurs, trappeurs, fermiers, ils sont rustiques, sans concession. Ils sont les descendants des premiers pionniers de la conquête de l'Ouest. Je peux relever le défi. Je ne l'ai jamais conquis, mais je suis mieux préparé chaque année. Tu dois savoir faire un peu tout et n'importe quoi pour survivre. Pour eux, pas le choix. Quelles que soient les conditions, la vie doit continuer. Et pour survivre, ils ont appris à tout affronter. Pour survivre dans la forêt, c'est dans ta tête. Ton corps peut supporter beaucoup plus que tu crois. Comme disait le vieil homme de la montagne avec un petit sourire au coin des lèvres, tu triches pas avec la montagne, mais tu peux quand même vivre avec. C'est un jeune puma. Waouh, ça c'est un gros troupeau. Waouh! Aussi doux qu'une couche de bébé. Ce sont des petits pièges très puissants. Tu veux le voir? Wouhou! Et c'est parti! C'est comme ça que ça se passe ici, on dirait. Dans le Montana, les conditions météo en hiver sont réputées pour pouvoir changer en un rien de temps. Au même moment, une tempête peut frapper l'est de l'État, pendant qu'à l'ouest, le soleil brille et la température grimpe au-dessus de zéro. Au nord de Livingstone, Nathaniel Browning, le chasseur qui utilise les techniques des Indiens, a pu profiter d'une belle journée ensoleillée sur les rives de Nottulham Creek. Il a passé plusieurs heures à chercher les meilleures tiges pour fabriquer ses flèches pour la prochaine saison de chasse. Waouh, ça c'est très joli et bien droit. Mais après avoir récolté 3 belles pièces, il s'est fait surprendre par la nuit. Je dois trouver un endroit pour m'abriter parce qu'il va faire froid ce soir. Et au Montana, même quand il a fait beau pendant la journée, la nuit, il fait froid. Vraiment très froid. Voilà, il me reste qu'à ramper là-dedans. Et passer la nuit dehors, en plein hiver. Bonne nuit. Nathaniel a déjà passé de nombreuses nuits dehors. Et son corps a appris à résister aux conditions les plus dures. T'es assis dans le noir, il fait froid, tu peux pas bouger. Donc ton mental doit être plus fort. Il doit t'aider à oublier l'inconfort et c'est comme ça que tu peux survivre. Mais malgré l'habitude, dormir dans ces conditions est loin d'être une partie de plaisir. Même pour lui. Dès les premières lueurs du jour, le chasseur n'a qu'une seule envie, sortir de son abri. Dans ces cas-là, t'es déjà réveillé depuis un moment et tu te demandes quand tu vas pouvoir sortir. T'as juste envie de bouger pour te dégourdir les jambes et surtout avoir moins froid. Et quand enfin tu sors, tu te rends compte qu'il fait encore plus froid dehors que dans ton abri. La nuit a été longue. Tu te sens jamais confortable, tu dois tout le temps changer de position. Ouais, la nuit a été très longue.
Ça fait du bien de voir le soleil se lever aussi. Je vais peut-être pouvoir me réchauffer dans la journée. Grâce à sa nuit dehors, Nathaniel peut s'enfoncer encore plus loin dans la forêt. Il espère y trouver les tiges les plus solides et les plus droites pour pouvoir fabriquer de belles flèches une fois de retour chez lui. Après 2 heures de marche, il atteint un secteur qu'il n'a encore jamais exploré. J'ai l'impression que ça va être une bonne zone par ici. Il y a des clairières, donc les arbustes poussent bien droit. C'est un matin bien froid comme je les aime. Je crois que ça va être mon jour de chance aujourd'hui. Il y en a des centaines. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. La tige parfaite, la dernière qu'il me fallait. J'étais sûr que je la trouverais là. C'est la taille parfaite, le diamètre parfait, et l'épaisseur est top aussi. Bien droite. Et le bois de rose, c'est solide, c'est super dur. Du bois très résistant quand il est séché. Ça va faire une flèche parfaite. Après 2 jours d'expédition, Nathaniel a pu récolter 4 belles tiges. Le chasseur peut à présent rentrer chez lui pour les transformer en flèches pour son arc. Pendant ce temps, plus à l'est, le soleil brille sur les montagnes Bertus. Lors d'un pari récemment improvisé sur un champ de tir, Trop à droite. T'es prêt? Je suis prêt. Rick, le vieux chasseur, a prouvé à Casey qu'il était capable de faire mouche à 800 mètres de distance avec son vieux fusil à un seul coup. Toucher la cible à cette distance avec ce genre de fusil, faut être un sacré bon tireur. On dirait bien que tu me dois une chasse au puma. Je crois bien. Après son pari gagné, Rick peut aujourd'hui profiter de son prix. Une chasse au puma avec Casey, réputé pour être l'un des meilleurs traqueurs de pumas de la région. Le puma est un animal solitaire, très difficile à repérer dans la nature, même pour un chasseur expérimenté. Mais quand Casey part à la chasse, il a un allié, son chien, Cash. Traquer un puma, c'est vraiment pas facile. Tu peux passer la journée dehors sans rien trouver. Alors quand tu pars à la chasse au puma, vaut mieux t'assurer que le réservoir de ton quad est rempli à ras-bord, parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver. T'es prêt, Cash? Prêt à chasser le puma? Où tu es, chaton? Malgré sa longue expérience de chasse au gros gibier, c'est la première fois que Rick part traquer un puma. C'est complètement nouveau pour moi. J'ai jamais chassé comme ça. J'ai jamais chassé avec un chien. Tout ça, c'est l'inconnu. Alors, Casey, c'est quoi le plan? On va faire le tour des chemins pour voir si on trouve des traces. Ok, alors on y va? C'est parti. Super, je te suis. Pour commencer une chasse, on arpente les montagnes jusqu'à ce qu'on trouve des traces. Ensuite, si on en trouve, il faut déterminer de quand elles datent, la taille de l'animal, vers où il se dirige et si on peut se lancer à sa poursuite. La neige, c'est un facteur déterminant. Pendant l'hiver, la neige fraîche, c'est idéal. Ça te fait des traces parfaites parce que l'odeur est très forte pour les chiens et ils peuvent suivre l'animal facilement.
Le début de la traque commence bien. Avec son œil d'expert, il faut à peine 10 minutes à Casey pour localiser ses premières traces de puma. T'en as trouvé une, Casey? Ouais, elle est pas facile à voir. Là, regarde, c'est la trace d'un mâle. Un mâle, c'est la proie idéale. Là, j'ai pu la voir dans la neige, mais quand j'ai mis la main dedans, j'ai senti qu'elle était toute gelée. J'ai su tout de suite que ça servait à rien de lâcher le chien. Les chiens ont besoin d'une odeur pour chasser. Et quand la trace est gelée, fondue ou balayée par le vent, ça devient très difficile pour le chien de sentir quoi que ce soit. Et elle date de quand? Quelques jours, pas plus. Les premières traces sont trop anciennes pour lâcher cache sur la piste de l'animal. Mais la présence de pumas dans la zone se précise. Les deux chasseurs comptent bien trouver des traces plus fraîches sur leur parcours. Pendant ce temps, tout près de la frontière avec l'Idaho, la Beagle Valley vient de subir une énorme tempête de neige. Mais dans le Montana, les grosses chutes de neige au cours de l'hiver, pas le choix. Il faut s'y habituer. Le pire que j'ai jamais vu, c'est 90 cm de neige en une seule nuit. On a l'impression d'être dans une boule à neige. Mais tu finis par t'y habituer, c'est comme ça. Il neige, et t'as l'impression que ça s'arrêtera jamais. T'as de la neige plein les yeux, de la neige dans ton dos, dans les bottes, même dans tes gants. Mais bon, c'est ça notre vie. Mais pour les Olsen, la neige, ce n'est pas le plus dur. Le pire, c'est le froid. Et depuis plusieurs semaines, un front d'air venu de l'Arctique fait vivre à la région l'un de ses hivers les plus froids depuis 25 ans. Quand le front glacial venu de l'Arctique arrive jusqu'ici, tu sais que ça va pas être un beau cadeau de Noël. Dès le début décembre et jusqu'à mi-mars, il fera en dessous de zéro tous les matins. Moins 20, moins 30 en moyenne. Moins 40 ou moins 50 les mauvais jours. Quand il fait aussi froid, t'es obligé de réduire tes déplacements. Tu restes terré chez toi et t'attends que ça passe. Mais aujourd'hui, Scott ne peut pas rester au chaud. Ce matin, il fait moins 38 degrés. Avec ces températures extrêmes, le stock de bois de chauffage a diminué dangereusement. Et chez les Olsen, le bois, on ne peut pas s'en passer. Il faut pouvoir chauffer ton eau, ta maison, et pouvoir cuisiner sans électricité. Le bois, c'est la vie. T'aimerais toujours avoir récolté plus de bois, avoir une plus grosse réserve. Mais il y a toujours des choses que tu ne peux pas prévoir, comme ce froid arctique. Et c'est là où tu vois tes réserves de bois qui s'épuisent encore plus vite que les années où l'hiver était plus doux. Pas le choix pour Scott. Direction la forêt avec sa tronçonneuse. Il doit absolument trouver un arbre à couper pour réapprovisionner le stock de bois. C'est toujours plus simple de couper un arbre avec 60 cm de neige qu'avec 1,20 m, ce qui de toute façon va arriver. Donc inutile d'attendre le lendemain, autant le faire le jour même. Une fois dans la forêt, pour Scott, le plus dur commence. Il doit trouver le bon arbre à couper. Et surtout, celui qu'il arrivera à ramener à la maison. Ça, c'est un bon arbre pour du bois de chauffage. Bien épais à la base, avec plein de branches pour le petit bois. Le problème, c'est qu'il penche de ce côté, du côté de ces grands pins là-bas. Et si je le coupe, il va sûrement aller se coincer là-dedans. Va falloir aller le dégager. Et ça, c'est un gros problème avec toute cette neige. Avec la neige, tout est plus lent, tout est plus dur. La nature te remet toujours à ta place. Tu coupes un arbre que tu pensais avoir bien inspecté et il tombe du mauvais côté. Et là, t'es bon pour passer ta journée à dégager le tronc qui est allé se coincer au milieu des arbres. Si tu prends bien ton temps pour choisir ton arbre, tu peux t'éviter une mauvaise surprise et gagner des heures de travail. Donc c'est pas le moment d'être pressé.
L'arbre idéal se trouve sans doute quelque part dans cette forêt. Encore va-t-il falloir le trouver. De l'autre côté de l'État, près du village de Molt, se trouve une zone quasi désertique, balayée par le vent. Ici, c'est le ranch de la famille Hollenbeck, l'un des plus grands de la région. 2000 hectares de terre pour élever du bétail. Beaucoup de bétail. 5000 moutons, 400 vaches, une centaine de chèvres et une quarantaine de chevaux. Chez les Hollenbeck, c'est pas le travail qui manque. Ici, chaque jour est une épreuve. Mais tu peux pas te concentrer sur une seule tâche à la fois parce qu'il y en a toujours une autre qui t'attend au tournant. On nous demande souvent comment on fait pour gérer tout ça. En fait, je sais pas comment on le fait, mais on le fait. Et on le fait en famille, en travaillant ensemble. Henry a pris la suite de son père et gère à présent la propriété avec Sarah, son épouse, que rien ne prédestinait à exploiter un ranch dans le Montana. Allons voir ces bébés. Sarah vient de Californie et elle a dû s'adapter à la dure loi de la région. Car ici, le climat est, disons, légèrement différent. Ah, c'est clair, c'est pas pareil niveau climat. Ça me fait rire de savoir que pour mes amis et ma famille en Californie, s'il fait 7 ou 8 degrés dehors, pour eux c'est l'hiver. Et tout le monde se les gèle. Alors qu'au Montana, c'est plutôt vas-y, mets ton bikini et on va se faire bronzer. Je me demandais bien comment une Californienne survivrait ici. La plupart des ranchers élèvent juste des moutons, ou juste des vaches, ou juste des chevaux. Nous, on fait les trois. Et on rajoute en plus des chèvres. T'es prêt? Mais à voir Sarah au milieu du ranch avec son fils Rhett âgé de 9 mois, on a comme l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Ok, on va voir les moutons. Tu veux voir les bébés? Hein, tu veux les voir? Il m'accompagne partout, quasiment depuis qu'il est né. Regarde, tous les bébés sont sortis. Quand j'étais enceinte, je pouvais pas faire grand-chose avec mon gros ventre. Mais maintenant qu'il est un peu plus grand et que je peux l'installer dans le camion ou l'emmener dans la grange, ça change tout. Tu t'amuses bien? C'est bon pour lui, il y a de l'air pur, il apprend plein de choses. Et j'espère qu'il voit qu'il a une maman forte et indépendante, qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui n'a pas besoin que son papa débarque pour la sauver. Ce sont des jumeaux, ils sont nés hier. Ils sont tellement petits. Oh là là, ma grande. Pour Henry et Sarah, leur terre et leurs bêtes, c'est tout ce qu'ils ont. Et au Montana, le bétail aussi doit s'adapter pour survivre. Oh là. Tu vois les bébés? Le plus dangereux, c'est la météo, s'il y a trop de neige. Mais il faut aussi se méfier des coyotes. Des oiseaux aussi, ils s'attaquent aux agneaux. Ils leur foncent dessus et ils les tuent à coups de bec. C'est pas marrant. On a 2% de pertes sur tout notre bétail. On fait toujours attention aux animaux malades. On les traite le plus vite possible. On fait de notre mieux pour éviter le maximum de morts. Tu es si petit. Aujourd'hui est un jour important pour les Hollenbeck. Le vétérinaire vient échographier les brebis du troupeau pour savoir lesquelles portent un petit. Bonjour, Dr. Rowe. Vous allez bien? Bien, et vous? Le nombre d'agneaux qui vont naître au ranch est vital pour l'exploitation des Hollenbeck. Il sera déterminant pour les revenus de la famille. Attention la tête. Oui. La journée s'annonce longue. Le docteur Rowe doit effectuer plus de 400 échographies aujourd'hui. Pendant ce temps, à Canyon Mountain, Nathaniel a laissé sécher pendant plusieurs jours les tiges qu'il a récoltées dans la forêt. Il peut maintenant commencer à fabriquer ses flèches. La première étape consiste à rendre ces tiges les plus droites possibles. Maintenant qu'elles sont presque sèches, je peux enlever l'écorce pour les faire sécher encore plus vite. Comme ça, elles vont continuer à se redresser.
en séchant petit à petit. Nathaniel a passé de longues années à perfectionner son savoir-faire. Celle-là devrait être pas mal. Il utilise les mêmes techniques que celles des premiers Indiens qui occupaient le Grand Ouest américain. Que ce soit les Crows, les Lakota ou les Cheyennes, toutes les tribus de l'Ouest utilisaient ce type de flèche. Elle a l'air droite, mais il y a encore des petits reliefs. Le mieux pour être sûr, c'est de les toucher. Tes mains sont très sensibles et elles ne mentent jamais, pas comme tes yeux qui peuvent te jouer des tours. Nathaniel est un perfectionniste. Pendant tout le processus de fabrication, il essaie de faire en sorte que chacun de ses gestes soit absolument parfait. En fait, j'ai une vision pour cette flèche dès que je commence à la fabriquer. Ça demande une concentration particulière pendant toute la fabrication. Chaque chose que tu ne fais pas correctement peut avoir une conséquence sur l'objet que tu fabriques. Ça peut être une flèche qui ne vole pas droit, ou même une flèche qui peut rien tuer et qui manque toujours sa cible. Après plusieurs heures de travail, les tiges sont devenues parfaitement droites. Nathaniel peut à présent passer à la dernière étape. Pendant ce temps, dans les montagnes Bertus, Rick et Casey se sont lancés dans une traque au puma et ont déjà localisé les traces d'un gros mâle, mais trop ancienne pour que Cash, le chien de Casey, puisse se lancer sur sa piste. Mais Casey ne se laisse pas abattre. Il est bien décidé à offrir à Rick, qui n'a jamais eu l'occasion de se frotter à un puma, la possibilité de chasser ce grand prédateur pour la première fois. Qu'est-ce que t'as trouvé, Casey? Viens voir. Il y a la trace d'un petit. OK. Et là, t'as la trace de sa mère. C'était les traces d'un jeune et de sa mère. Plus fraîches que les autres, mais quand même vieilles de quelques jours. C'était quand même très encourageant. Sur 15 km, on avait trouvé les traces d'au moins 4 pumas. Des pumas sont tout proches. Casey décide de changer de secteur pour trouver des traces plus fraîches. Il amène Rick vers un autre secteur de la montagne où le jeune chasseur a déjà trouvé des pumas par le passé. Mais à cet endroit, le soleil brille depuis plusieurs heures. Il a fait fondre toute la neige de l'hiver. Difficile de trouver des traces du passage d'un animal. Et le terrain rend la progression des véhicules de plus en plus difficile. Quand on est parti pour aller de l'autre côté de la montagne, j'ai eu comme un doute. Je suis pas un grand spécialiste de la chasse au puma, mais je me doutais bien que la neige serait pas meilleure là-bas. Quand on est arrivé, le chemin était difficile, plein de cailloux. C'était rocher sur rocher, sur rocher, sur rocher. Les deux chasseurs sont toujours à la recherche de traces de pumas. Mais la journée est déjà bien avancée et leurs chances de réussite s'amenuisent. Pire, ce nouveau secteur met les véhicules à rude épreuve. Casey et Rick ont de plus en plus de mal à se suivre. Pendant ce temps, dans la Big Hole Valley, Scott Olsen est dans la forêt. Il doit absolument trouver un arbre qu'il pourra couper et ramener chez lui, malgré l'épaisse couche de neige. Son stock de bois a sérieusement diminué à cause des températures extrêmes de l'hiver. Et le front arctique qui vient du nord n'est pas près de s'arrêter. C'est vraiment un hiver très rude. Et vu le temps qu'on a eu hier, on est bon pour une grosse semaine à moins 35. Avec les années passées dans la montagne,
Il suffit à Scott de regarder attentivement un arbre pendant quelques secondes pour savoir s'il peut le couper et ce qu'il pourrait faire avec. Il peut y avoir un beau nœud dans le bois, et je vois tout de suite le meuble que je peux faire avec. Il y a aussi des arbres bien droits, avec juste le diamètre qu'il faut pour faire un super bois pour la charpente. Et les autres arbres qui sont tout tordus, mais qui ont peu de branches. Ceux-là font du bois de chauffage parfait. Avec une neige aussi profonde, Scott doit trouver l'arbre qui lui demandera le moins d'efforts pour le déplacer. Voilà un autre arbre qui se détache du lot. Il part bien droit et il penche vers la prairie là-bas. Il y a 99 chances sur 100 que si je le coupe, il tombe exactement par là. Il sera bien plus facile à ramasser que s'il allait s'accrocher dans les arbres là-bas. Scott a donc sélectionné l'arbre qui devrait lui permettre de reconstituer son stock de bois pour tenir l'hiver. Il semble parfait et dispose d'un espace grand ouvert devant lui. Seul problème, tout au bout, 3 immenses arbres se trouvent pile dans l'axe de sa chute. Scott doit donc être extrêmement précis. Il va devoir effectuer une coupe à la base du tronc qui puisse le faire tomber juste sur la gauche des 3 grands conifères. Et voilà le travail. À quelques centimètres près, l'arbre a frôlé les 3 autres. Scott a décidément l'expérience d'un vrai bûcheron professionnel. Toujours équipé de ses raquettes, il peut à présent débiter son arbre pour en tirer le maximum de bois. Prochaine mission pour Scott, ramener tout ce bois à la maison. Pendant ce temps, près du petit village de Molt, sur le ranch des Hollenbeck, Dr. Rowe, le vétérinaire, a commencé une très longue journée. Avec l'aide de Henry et Sarah, il doit échographier toutes les brebis du troupeau qui vont être vendues lors de la plus grosse vente aux enchères de l'État. Le résultat de cette vente sera crucial pour le ranch. Il faut à la fois qu'un maximum de brebis portent un petit pour pouvoir les mettre aux enchères, mais qu'en plus, la qualité du bétail soit la meilleure possible. C'est une vente pour des gens qui vont acheter 2 brebis ou 200 brebis ou même 1 millier de brebis. Ils viennent de tous les États-Unis. La plupart viennent de la côte ouest, d'Oregon, de Washington ou de Californie. On est présent à cette vente chaque année. Et c'est important pour nous de vendre des animaux de qualité, pour que les gens continuent à acheter nos bêtes. C'est bon? Oui, c'est bon. Le vétérinaire qui est là prépare la vente. Il va faire une échographie à chaque brebis qui sera vendue. Là, c'est le crâne. Avec, on peut déterminer la taille et l'âge. Le boulot, c'est souvent de vérifier qu'elles sont assez grandes pour être vendues. Aujourd'hui, je vais examiner 300 ou 400 bêtes. Les moutons des Hollenbeck sont parmi les plus réputés de l'État. Et depuis plusieurs années, le taux de reproduction dans le troupeau de Sarah et Henry est excellent. Mais cet hiver, leurs animaux ont dû faire face à leur pire ennemi, le blizzard. Généralement, les moutons résistent bien à la neige et au froid. Mais quand le blizzard arrive, les animaux sont soumis à un stress extrême. Pendant la période des grossesses, le risque d'avortement augmente alors considérablement. Cette année, c'était jamais vu. On a eu beaucoup de vent et un vent sacrément froid. Pendant 10 ou 15 jours, on n'est pas monté au-dessus de -35. C'est vraiment glacial.
On a l'habitude de la neige, du froid. Mais quand tu rajoutes ce vent, c'est vraiment pas la même histoire. Même un arbre a du mal à passer l'hiver ici. Alors pour un animal, c'est l'enfer. Cet hiver surtout, même ceux qui ont vécu ici toute leur vie ont dit que c'était un des pires qu'ils aient jamais vus. Cette journée avec le vétérinaire est donc décisive pour les Hollenbeck. Ils vont savoir si le blizzard qui a soufflé ces derniers jours a été fatal pour les brebis. Tu vois les côtes ici? Et ça, c'est le cœur qui bat. C'est bon alors? Ouais, tout va bien. Si on n'a pas assez de brebis enceintes, c'est une très mauvaise nouvelle. On va avoir du mal à payer les dépenses du ranch ou à acheter assez de nourriture pour les bêtes. Quelle taille il fait? Tu le vois là? Juste dans le coin. Tu peux à peine le voir. Les premières heures de la journée sont plutôt rassurantes. Ouais, tout va bien. Elle est en forme. Le docteur Rowe enchaîne les examens et pour l'instant, la grande majorité des brebis attendent un petit. 2 carrés sur l'écran, ça correspond à un âge de 60 jours. Ce qui nous amène à une naissance fin mars ou tout début avril. Au cours de l'examen, le vétérinaire détermine le terme de la grossesse. Henry marque alors l'animal d'un rond coloré. Vert pour celles qui accoucheront en mars, bleu en avril et violet en mai. Toutes les brebis sont ensuite taguées en fonction de leur âge. Ça fait une grosse différence sur le prix auquel on va les vendre. Une brebis jeune et enceinte se vendra bien évidemment plus cher qu'une vieille brebis. Après une dizaine d'heures d'examen, le vétérinaire en a terminé. Et Henry et Sarah sont soulagés. Les brebis ont bien tenu le coup face au blizzard. Tout s'est bien passé. On a un taux de brebis pleines d'environ 90%. Et les brebis sont en bonne santé. C'est une bonne année quand on repense au temps qu'on a eu. Regarde, c'est grand-père. On était très soulagés, bien sûr. Si on avait eu moins de brebis enceintes, il aurait fallu se poser des questions difficiles. Comme, est-ce qu'on va gagner suffisamment d'argent? Est-ce qu'on peut encore survivre en tant que famille de ranchers? Dans quelques semaines, les premières naissances vont arriver. D'ici là, la météo risque encore de faire des siennes. Henry et Sarah devront redoubler de vigilance pour que leurs bêtes survivent si les conditions se détériorent. Chez les Hollenbeck, c'est sûr, l'hiver est loin d'être terminé. Pendant ce temps, à Canyon Mountain, Nathaniel Browning s'attaque aux dernières finitions de ses flèches. Tu peux pas mettre des plumes d'ailes différentes. Ça va bousiller le vol de ta flèche. Elle va tourner complètement de travers. Il faut que tes plumes aient la même courbure et qu'elles proviennent de la même partie de l'aile. J'ai besoin que d'1,5 centimètre, donc je vais enlever ça. Ça, c'est du tendon. Ça vient des pattes d'un cerf. Là, c'est tout collé, mais tu peux détacher des petits morceaux. Et quand tu le mouilles, c'est super flexible. Et quand ça ressèche, ça colle tout seul. C'est de la glu naturelle, ça colle super bien. Mais pour le mouiller, tu le fais pas tremper dans l'eau. Tu le mâches. C'est super bon, c'est délicieux. Donc tu mâches ton tendon, le goût est pas si mal. Je comprends pourquoi les chiens aiment la viande séchée. Tu le recraches et là, tu as un fil bien flexible que tu peux enrouler ou dérouler.
You tie it on or take it off. As this sits there, Et si tu le laisses, dries ça super sèche hard, et colle mieux que de la superglue. it won't come off. Wrapped on pretty good. Voilà, c'est bien là. Les plumes sont bien attachées. Une fois les plumes positionnées parfaitement sur la tige, Nathaniel peut enfin fixer la dernière pièce, peut-être la plus importante, la pointe de la flèche. Pour la fabriquer, le chasseur utilise de l'obsidienne, de la roche volcanique qu'on trouve dans le Montana. Nathaniel a patiemment récolté de nombreux morceaux de roche lors de ses expéditions en montagne. Il les a ensuite transformés en pointe à serrer. Maintenant, t'enroules avec le tendon bien serré et ça tient le tout. Le tendon, c'est plus solide que le bois, en fait. Les gens croient qu'il faut que la pointe de flèche soit énorme. Mais en fait, il vaut mieux une petite pointe bien équilibrée, qui vole bien droit et qui va bien vite. Là, ça fait juste un petit trou. Mais c'est pas la taille qui compte, c'est là où tu plantes ta flèche. Parce que quand ta flèche pénètre au bon endroit, ça va tuer l'animal très vite. Nathaniel a enfin terminé de transformer les 5 tiges qu'il a récoltées dans la forêt en flèches parfaitement droites, prêtes à être utilisées pendant la prochaine saison de chasse. Quand je termine une flèche, je ressens une certaine satisfaction d'avoir fait quelque chose de beau et d'utile. Et puis je la regarde et je me dis que j'aurais pu faire mieux. J'espère toujours que le résultat est à la hauteur de mes attentes, mais je sais aussi que je peux toujours me dépasser. Dès que tu crois savoir quelque chose, tu te rends compte qu'en fait, tu sais rien. Nathaniel n'est pas encore prêt pour la prochaine saison de chasse, car il doit maintenant s'attaquer à son nouveau projet, fabriquer un nouvel arc. Pendant ce temps, dans les montagnes Bertus, Rick et Casey continuent leur traque au puma. Ils tentent leur chance dans un nouveau secteur de la montagne. Mais ici, le terrain est très accidenté et la neige a quasiment complètement fondu. Les traces de pumas sont de plus en plus difficiles à localiser et les chasseurs ont du mal à rester au contact l'un de l'autre. J'avais remarqué qu'il était un peu à la traîne. Mais à un moment, il m'a carrément perdu. Et moi, je continuais à m'enfoncer dans les bois. Et alors que le véhicule de Casey vient de disparaître au loin, Rick va être confronté à un événement totalement imprévu. On avançait dans le sentier, on est passé dans le lit d'un ruisseau avec plein de cailloux. Et au moment où je remontais la pente, j'ai entendu quelque chose craquer en passant sur un rocher. Avec un quad, t'entends toujours plein de bruit, mais là, c'était différent. Et là, dans la pente, en essayant d'avancer, j'ai bien senti qu'il y avait un gros problème avec la transmission. Dans ce genre d'endroit vallonné, tu peux rester à vue sur 30 mètres, mais pas plus. Et Casey, il savait pas que j'étais en rade, et il continuait à avancer. Au bout de quelques minutes, Casey s'est rendu compte que Rick n'était plus derrière lui. Il a décidé de rebrousser chemin. Quoi? C'est la transmission. Elle a cassé? Je sais pas si elle est cassée. Je passais sur les rochers et maintenant j'ai plus de traction à l'arrière. Vraiment? J'étais soulagé de voir Casey revenir. On a essayé d'identifier le problème et comprendre ce qui s'était passé, mais c'était évident qu'on avait un souci majeur au niveau de la transmission du quad. Parce que j'avais toujours de la traction à l'avant, mais plus rien à l'arrière. Et donc je pouvais plus du tout avancer dans la montée. C'est la fin du voyage pour moi. Tu m'étonnes.
Tu veux qu'on essaie de le traîner là-haut? Ouais, peut-être qu'on peut le faire. J'ai peut-être quelque chose pour te tirer. Non, c'est bon, j'ai plein de cordes, t'inquiète pas. Quand t'as une panne, t'as une panne. Tu peux rien faire. T'as plus qu'à attendre que quelqu'un passe te ramasser. Cette panne en plein milieu de la forêt met fin à la traque de Casey et Rick. Tu peux pas démonter un châssis de quad au milieu de la forêt. Ça servait à rien de vouloir aller plus loin. Surtout avec si peu de neige. On avait un quad en rade, il commençait à se faire tard, et je voulais pas être coincé dans les bois la nuit. Ça fait vraiment chier. C'est clair. J'étais vraiment déçu après cette histoire de panne. J'avais raté ma chance. La journée finissait vraiment mal. J'espère que la prochaine fois, on trouvera des traces fraîches. Je vais tout faire pour l'emmener chasser le puma. Il y a toujours une deuxième chance. Pendant ce temps, dans la Big Hole Valley, Scott Olsen est de retour chez lui. Il est venu chercher de quoi ramener l'arbre qu'il a abattu dans la forêt. Malheureusement, Scott n'avait pas prévu de devoir réapprovisionner son stock de bois cet hiver. Et le traîneau qu'il utilise habituellement pour transporter les bûches sur la neige a subi la dure loi de la Big Hole Valley. Là-dessous, il y a un traîneau que j'ai construit. Il a des skis. Mais là, tout est sous la neige. Il y a une super boîte pour entreposer le bois et le ramener à la maison. Si j'arrive à le sortir, il devrait glisser sur la neige comme une luge. Décidément, la journée n'est pas tendre avec Scott Olsen. Mais le Mountain Man le sait. Il n'a pas le choix. Même à moins 30 degrés et dans près d'1 mètre de neige fraîche, il doit absolument dégager le traîneau pour aller récupérer son bois. La nature n'en a rien à faire de toi. Tout ce qu'elle sait, c'est que t'es là, sur son territoire, donc tu te plies à ses règles. Une fois son traîneau dégagé, il ne reste plus à Scott qu'à repartir vers la forêt à bord de son snowcat pour aller enfin récupérer son bois. Derniers efforts de la journée pour Scott Olsen. Il sait que bientôt, tout le travail effectué sera récompensé. Quand la nature te balance un tel froid à la figure, tu réalises que t'as juste fait de ton mieux pour te préparer, pour t'adapter et survivre. Ça me rappelle le vieux dicton qui dit que le bois te réchauffe 2 fois. La première fois, quand tu le coupes et que tu sues pour le ramasser et le ramener, et la deuxième fois, quand tu te cales devant la cheminée avec un bon chocolat chaud et que tu te rends compte du travail accompli, alors là, tu apprécies la chaleur du bois qui brûle. Dans la Big Hole Valley, l'air froid venu de l'Arctique risque bien de s'installer pendant de longues semaines. Mais Scott est prêt à vivre avec. Comme chaque hiver, la cheminée des Olsen va fumer encore longtemps.